ce soir, j'ai l'honneur d'être avec Serge Achini, Goupil. Oui, salut! Salut à tout le monde. Salut. Puis Gabriel Félix Rondeau. Oui, salut, juste Gabriel. Je sais pas pourquoi mon deuxième nom apparaît là-dessus. OK. Salut. Puis moi c'est Expédition. Non, moi, c'est François-Xavier Blot. Donc, rapidement, je me présente, puis vous présenterez aussi. Là, donc, je suis organisateur des expéditions chez Caravanier. On peut résumer ça à ça. Serge, on a... Moi, je suis cofondateur de la Corporation du Mouchouanipi, donc depuis 2005, mais je vais au Mouchouanipi depuis 2002. Un bout, là. Caroline, OK. Et Gab? Puis moi, en fait, je participe à la corporation du Mouchouanipi depuis 2019. Moi, j'étais arrivé en canot là, la première fois, puis depuis, je fais comme partie de l'équipe. J'ai accroché là, un peu partie de la petite famille là, qui organise ça chaque année. Puis, je croise aussi Caravanier sur la rivière Macpaie des fois. Là. Ouais. Je peux pas être à deux places en même temps, mais je travaille pour Noriac Aventure, là, avec qui on collabore là, avec Caravanier pour d'autres voyages. Fait que, moi, j'habite sur la Côte-Nord en Mingani. Ouais. On a parlé de toi la semaine passée avec Mathieu lors de notre présentation de la Magpie. Donc, cool, super team. Donc, je commence juste commencer le diaporama pour vous orienter un peu au niveau visuel. Laissez-moi un petit... Ça, c'est ma partie la plus stressante de la soirée, c'est le partage du visuel. Puisque depuis une semaine ou un petit peu plus, on travaille avec Team maintenant. Dites-moi, les gars, est-ce que vous voyez juste une image? Oui? Moi, oui. Ouais, moi, ça a l'air de marcher. Là. OK, Ouais. c'est bon. Excellent. Puis là, on reconnaît le camp, non? Un problème est survenu lors de l'affichage. Je sais pas c'est quoi, là. Boy. Ah, moi, Donc, je les gens... l'ai. Moi, ça marche. OK, OK, alors. Je sais pas si les. ça, tu C'est ça, l'as. les autres, on les entend pas en ligne, OK? Non. Donc, excusez, cette petite... Donc, dans la zone de conversation, là, si vous voulez juste nous dire ce que vous voyez, on serait super heureux pour que ça Il y a fonctionne, Joanie on qui me dit dit. que ça fonctionne. Ah, d'ailleurs, je la salue, Joanie, si c'est celle que je connais. Là. Je pense que oui. Ah, Pour moi, je ne vois rien. Ah ben tiens, j'aime ça. On voit le mouchouin épi, ben c'est parfait. Wow. OK. Et toi, Serge, tu vois rien? Pas grave. Je connais la place. Je sais, mais c'est comme... Attends, là. Y a quelque chose que j'oublie, là, dans la technologie? Moi aussi, ça fonctionne. Donc, il y a plus de monde que ça fonctionne que des gens que ça ne fonctionne pas. Donc, on est heureux là-dessus. Écoute, on enchaîne. Ah oui, c'est ça. OK, parfait. Excellent. Donc, écoutez, on va vous localiser d'abord géographiquement, OK, ce voyage. C'est pas... Donc, on devrait voir en ce moment une carte de la Côte-Nord qui s'allonge jusqu'au Nunavik. Donc, en partant de cette île, on voit Schefferville, puis on voit le site. Donc, j'ai spoté assez précisément sur Google. Les gars, vous pouvez confirmer que c'est ça. Donc, grosso modo, ce voyage-là, OK, c'est un voyage à peu près 2 semaines qui se passe à la fin août. L'idée générale de ça, c'est de se rendre à cette île. Donc, ça par vos propres moyens, en avion, lors d'un long road trip sur la côte nord. Et on va soit commencer le voyage avec une grande traversée en train vers Schefferville ou y aller en avion puis faire l'inverse au retour. Donc, l'idée de ça, on vous en parle dans quelques minutes pour le train, mais l'idée, c'est d'alterner ces deux moyens de transport-là. Et puis, à partir de Schefferville, transition, petit appareil, on est sur un hydravion, puis on vous amène sur le site du Mouchinipi, qui est sur la rivière Georges, en fait, si on peut préciser le tout. Là, je vais avoir besoin de toi, Serge, là, pour les différentes nominations autochtones. Je ne sais pas si tu vois, là. Non, mais c'est pas grave. Vas-y. Donc, Gabriel, on voit quoi? mais il Excusez. est écrit au début Mouchou Chipou. Après ça, il est écrit Metcheshu Chipou. Ensuite, Rivière-Georges. Puis là, en Inuit, là, en Inuit, tu sauras pas. c'est Kanjir Sualujuat Kunga. Donc, c'est Ouais. tous les différents noms de la rivière, vraiment. Ouais. Tu sais, on se Ouais. comprend là-dessus. Fait que Ouais, peut-être un peu le sens de tout ça.
Oui, écoutez, je suis content. Je vois des amis, nous, là, qui sont en ligne, là. Marc-Antoine, je pense qu'il y a d'autres personnes là, qui est là. Ouais. Mais je suis content de voir que des gens, ça les intéresse dans les communautés Inou. Et premièrement, je ne maîtrise pas la langue Inou, ma mère très bien. Puis je ne pourrais pas tout faire cette nomenclature des choses, mais c'est le Mouchouanipi, c'est le secteur où ce que les Inuits allaient pour les grandes chasses au caribou. C'est un secteur où on se rendait là, au mois d'août et septembre, octobre pour célébrer le caribou, l'accueillir dans nos campements. Malheureusement, de ce temps-ci, c'est un peu plus compliqué. Il y en a beaucoup moins à Rivière-Georges. Il reste à peu près 8000 caribous. Mais on essaie de bien prendre le temps de l'observer quand il traverse le campement. L'endroit précis là, où on est, là, c'est Kanuaganatik. C'est là où on prenait le caribou dans l'eau, où on le poursuivait dans l'eau puis le prendre, là. Donc ça, c'était très intéressant comme endroit. Mais c'est un endroit qui est très, très important dans la nation Innu là, au niveau culturel. Excellent. Écoute, excuse, je suis un peu déconcentré. On voit juste nos faces qui dit donc. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez en parenthèse externe les deux aussi. Je ne sais pas si ça a un lien, là. Ah, Je connais peut-être. pas trop les. Ou bien c'est juste Ouais. les Inuits qui ne peuvent pas voir. Eh boy, ça serait pas bon, ça. Attends une Euh, minute. euh, Attends, on va retenter. On va retenter quelque chose. C'est peut-être. Ouais, enlève le partage d'écran puis remets-le, genre. Est-ce qu'on voit juste une carte, là, parce que ça semble être pas clair pour tous. regarde, ce que je vais faire, moi, je me déconnecte puis je reviens. Ça vous va? Donc, ça Parfait. peut peut-être aider. Parfait. Donc, voilà. OK. Bon, écoutez, je peux pas dire. Donc, Gab, tu vas m'orienter là-dessus. Là. Normalement, on devrait avoir qu'une slide avec 2 photos du train. Ouais, là, toi, tu les vois pas, là? Moi, je vois très bien. OK, Donc, OK, super. le Chuetin. Donc, en fait, OK, parfait. Merci tout le monde. Excusez, la technologie, c'est pas notre plus grande force. Je réintègre Serge. Donc, en gros, là, l'idée, comme cette année, là, tout s'aligne pour qu'on rentre en train vers Shefferville parce qu'il y a un départ de train le 28 août et c'est la date de notre départ du voyage. L'idée du train, puis Serge t'en parlera ou Gab, là, l'idée du train, c'est quand même le train autochtone, le train Innu, là, qu'on appelle Chuetin, si je prononce bien. Et que c'est une longue ride entre cette île, puis Shefferville. Quoi, 11-12 Long. heures à peu près? Hein? 11-12 Ouais, heures? minimum. OK. Des fois Qu'est-ce qui jusqu'à est 15. cool? Il est Eh plus long. boy. C'est ça, le temps est relatif sur ce train parce qu'en fait, il y a plusieurs gens qui débarquent tout le long de la traque, tu sais, Mhm. selon leur campement, où ils sont, leur communauté, etc. Fait que, tu sais, c'est un voyage aussi culturel, si on peut dire, de prendre ce train-là. Puis pour nous, c'était un incontournable, là, soit à l'aller et au retour. Donc, en gros, si on voit un peu les images de ça, moi, je trouve ça très typique avec le symbole là, qu'on trouve sur les wagons. Donc, ça, c'est l'idée de tranquillement l'immersion dans le territoire, si on peut dire. Ensuite de ça, y a-t-il quelque chose à savoir de plus sur le train, les boys? Mais comme tu l'as dit, moi, je fais, c'est vraiment une expérience en soi, là, prendre le train. Moi, je le prends plusieurs fois par année, des fois pour aller dans le bois, faire des rivières. Là. Tu sais, c'est vraiment ça traverse tout le Labrador, tout le Québec, l'intérieur. Puis au début, là, quand on prend le train, on embarque de bonne heure, vers 7 heures le matin qui part. Puis bon, au début, c'est long un peu sortir de cette île. À un moment donné, on tombe dans un tunnel là, qui est creusé dans la roche. Puis quand on sort du tunnel, à l'autre bout, moi, c'est le plus beau moment, là, je trouve, c'est t'arrives, t'es sur un pont par-dessus la rivière Moisy. Puis là, en dessous, c'est les plus gros rapides de la rivière Moisy. Là, c'est des gros classe 4. Là, fait que toute l'eau vive, là, on voit ça d'en haut. Puis pendant plusieurs milles, là, le train va suivre la rivière Moisy. Fait qu'on on voit les rapides. Ensuite, c'est la rivière Nipissis, là, qui est comme une branche de la Moisy. Mais c'est les falaises là, aussi tout le long, là, vraiment. Là, fait que... Puis après ça, ben, on tombe plus sur le plateau du Labrador. Fait que vous voyez des épinettes passer, puis des lacs, puis des épinettes, puis des lacs, puis encore des épinettes. Jusqu'à arriver à Schefferville. Là, il est souvent. Les fois qu'on est chanceux, on arrive, on est à la tombée de la nuit, mais souvent, il fait bien noir là, quand on arrive à Schefferville.
Fait qu'une fois à Shefferville, que j'ai mis une photo random que je trouvais mignonne, mais bon, Shefferville dans le temps, peut-être un peu moins mignon. Euh, mais bon, on arrive, puis là, c'est une transition. Donc, on dort là-bas, puis ensuite de ça, grosso modo, le lendemain, après ce long périple, c'est là qu'on commence l'aventure réelle Ben pour oui, se ben rendre. oui, ben oui. Ben, c'est très, très important de prendre le temps d'arriver à Schipperville puis de prendre le Ouais. temps de se rendre dans le nord. Mais comme les gens veulent venir au Mouchouanipi, on les transige, on s'en va en hydravion. Là. On voit-tu un hydravion sur la photo? Parce que je ne vois pas encore les photos, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est rendu à l'hydravion? Donc, peu importe, François, c'est l'objectif, c'est de s'y rendre en hydravion. Et à peu près 1 heure, 1 heure et 5, 1 heure et 10, là, on arrive à Mouchouanipi, on traverse des rien que de la toundra, rien que des parties où il y a des arbres, des parties où il y a des montagnes avec des esquerres et des sentiers de caribou. Il arrive à des endroits que vous voyez plusieurs sentiers de caribou, là, très, 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 très évident, là. C'est assez impressionnant, là, de faire ce voyage-là. Donc, je ne sais pas si Gab, s'il y a des choses que tu peux ajouter là-dessus. Ouais, amenez-vous des gravoles. Il peut arriver des fois que ceux qui ont un petit peu le mal de l'air, il y a cet enjeu-là, mais absolument, ça va bien. On a un bon service avec notre partenaire là, qui est Nordpac, là, donc nos pilotes, nos amis qui nous transligent, pas nous transligent, nous transportent vers là-bas. On a-tu perdu François? Ah, t'en as plus rien. Bon, ben, ça va bien la technologie à soir. Hello? Bon, on peut continuer peut-être. Ah oui. François, si je sais c'est quoi la photo, moi je OK, vais bien ici, on continuer. voit, dans le fond, on arrive au campement. Là, fait qu'on voit la rivière Georges au loin, l'aile de l'avion. Ça marche? En tout cas, fait qu'on on voit, ce qu'on voit, en fait, c'est la rivière Georges au nord. Est-ce que c'est le campement? J'essaie de voir, là. C'est un petit peu petit, là, mais il me semble que la pointe. Ah non, c'est peut-être un peu plus bas sur la Georges, mais un petit peu plus haut, mais sûrement en arrivant au campement. Fait qu'on voit que c'est le pays de la terre sans arbres, mais il y a quand même un peu d'arbres, là. Donc, sur le bord du lac. Là, ici, Serge, on voit une photo. C'est les sites archéologiques qui sont sur la pointe, là, la pointe juste en bas du campement, là, au sud. Ben ouais. Ben, c'est à partir du moment où ce que les gens arrivent au Mouchefonipi, ben, bon, premièrement, avec Caravanier, le concept, c'est de permettre l'arrivée au campement, soit des fois en canot, mais l'expédition qu'on vous propose, c'est d'y arriver par les randonnées, par les montagnes un peu à gauche, à l'est ou à l'ouest de la rivière Georges. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on amérit à peu près à 35 km, 40 km au sud d'où ce qu'on est sous le campement principal. Puis à partir de ce moment-là, les gens sont pris en charge par un des guides de caravaniers. Puis nous, on n'est pas loin. On est pas loin pour accueillir les gens. Puis c'est à partir de là que l'expédition commence, là, de se rendre à pied vers le campement qui est au nord du camp d'arrivée, là, qui est, on appelle ça, nous, la pyramide de sable. Ouais. Et juste peut-être pour revenir, parce qu'on a vu les cartes là, tantôt, là, mais pour Ouais. parler du. Le Mouchouanipi, en fait, c'est des fois sur les cartes, le nom français, c'était le lac de la hutte sauvage. C'est une traduction de Indian House Lake en anglais. Mais finalement, c'est le fleuve Georges qui, 300 km plus loin, arrive dans la baie d'Ungava. Puis à cet endroit-là, ben, sur 90 km, en fait, le fleuve Georges, ça fait un élargissement, puis ça devient ce lac-là. Donc, il y a des bouts qui ont un petit peu de courant quasiment dans le lac, là, même un Ouais. petit peu au nord du camp, justement, il y a un endroit qu'il y a du courant. Mais c'est ça, sur 90 km, c'est le lac comme ça. Et puis tout le long, il y a des montagnes de chaque côté.
Puis moi, pour être allé, moi, je suis venu 2 fois en fait en canot à partir de Shefferville jusque-là. Puis en arrivant, quand on déboule sur ce lac-là, on a l'impression d'arriver vraiment c'est la porte de la toundra. Là, parce qu'il y a des sommets un peu partout, dans les hauts plateaux autour, qui n'ont pas d'arbres. Mais quand on suit la rivière, au début, c'est la rivière de Pas, là, qui est le principal affluent à partir de Shefferville, de la George. Quand on arrive au Mouchouanipi, c'est là où on a les grandes collines de toundra de chaque côté. Donc, même s'il y a certains endroits proches des ruisseaux ou certains bouts du lac, il y a un peu de forêt quand même. Là. On a vraiment, moi, ça m'a donné l'impression à chaque fois d'arriver comme dans la porte de la toundra un peu quand on arrive là. Donc, c'est le long de ce lac-là, en fait. Nous autres, le campement, il est sur une pointe qui est à peu près à mi-chemin du lac. Donc, sur comme 45 km, là, vous allez monter, ou peut-être un peu moins que ça, là, mais à différents endroits, faire des randonnées en chemin. Donc, un peu en mode quand vous allez changer 2 ou 3 fois de campement, là, puis faire des randonnées à différents endroits. Donc, il y a vraiment des belles randonnées à faire. Là. On marche, oui, des fois dans la forêt, mais souvent pour accéder finalement à la toundra qui est un peu plus haut sur les plateaux. Ouais. Je vais avoir d'autres photos plus tard sur les randos et tout, là, mais parlons campement, juste le setup. En fait, le setup du campement traditionnel, son esprit d'ailleurs, parce qu'on va y passer du temps. J'aimerais ça comprendre un petit peu plus, que les gens comprennent un peu plus ça, l'esprit derrière tout ça, puis les choses qu'on fait. Ben, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est, tantôt je l'ai expliqué un petit peu, on allait là pour des grandes chasses au caribou. Chaque famille Innu qui partait de la Basse-Côte-Nord ou de la Mingani ou du sud du Nitassinan, donc sur le bord de la mer, partait puis montait jusqu'à la rivière Georges en utilisant les rivières. Donc, ils pouvaient partir de la rivière Saint-Jean, ils pouvaient partir de la rivière Noutachquan, ils pouvaient partir de l'ouest, de l'est, ou le Moisy, puis d'autres rivières aussi, là, comme les gens de Pessamit ou d'autres communautés Innu qui pouvaient se rendre à la rivière Georges. C'est pour ça qu'on allait là, une famille, une autre famille, une autre famille, puis les gens se rassemblaient, puis on voit, là, j'ai ouvert mon téléphone, on voit ma mère là, sur la photo. Là. Donc, c'est Elisabeth, là, ma mère, qui m'a enseigné des choses, qui m'a accompagné dans ma connaissance du Mouchouanipi. Et je suis chanceux. Et là, j'espère l'amener cette année. Là, un petit problème de mobilité, mais on espère pouvoir l'accueillir encore cette année. Donc, après ça, quand il venait au Mouchouanipi, les gens, ils espéraient prendre du caribou, ils espéraient honorer le caribou, vraiment honorer le caribou et l'accueillir dans son campement, puis faire de la nourriture, préparer les peaux de caribou, préparer la graisse de caribou et surtout rentrer dans un lien qui est important entre lui, Attic, le Mouchouatic, on l'appelle le Mouchouatic à cet endroit-là, puis l'Innu, pour amener tout l'enjeu spirituel là, de notre relation spirituelle avec le caribou. Donc, c'est là qu'il y avait des grands rassemblements après. T'sais, chaque famille se rassemblait quand il y avait plusieurs caribous de prix. Puis là, à l'endroit du Mouchouanipi, c'est un des endroits de rassemblement. Donc, il pouvait y avoir 20, 30, 35, 40 tentes. Puis il y avait un gros chapiteau, 2 gros chapiteaux, des plus petits, puis les gens se rassemblaient, dansaient et célébraient le caribou. Donc, on est sur le même site ou à peu près le même site que c'était ancestralement. C'est carrément le même endroit. Il y a plusieurs endroits sur la George où il y a des campements, mais il y a des campements principaux où il y a des endroits principaux. Là, c'en est un. On est sur un lieu très, très important. Il est à noter que je suis chanceux. Moi, je suis un peu un gardien de la place, mais c'est un endroit pour les Inuits qui est national. C'est un endroit de convergence nationale. Puis pour les Naskapi aussi, hein, parce que les Naskapi fréquentaient aussi cette région-là. Là. Donc, eux autres aussi, des fois, viennent au campement. Puis, mais partout sur le lac, dans la toundra, l'archéologie est comme à fleur de peau. Hein. On voit tous les sites archéologiques. Là, des fois, au début, on ne s'en rend pas compte, mais une fois qu'on a l'œil, c'est dans le fond une dépression souvent circulaire avec ce qui ressemble à un foyer, un petit rond de pierre finalement au centre, comme un rond de feu. Puis souvent, il y a des roches à l'extérieur, donc c'était des tentes rondes. Mais il y a parfois aussi, puis sur notre site, il y en a justement là, des tentes plus allongées, un peu en style chapoutoine, justement, ou maison longue, là, quasiment. Là. Donc, qui étaient vraiment des tentes plus grandes, là, donc qui montrent qu'il y avait quand même un établissement plus semi-permanent, quasiment pour attendre la chasse ou des plus gros groupes.
Mais partout, même possiblement aux endroits où vous camperez avec votre groupe là, en randonnée le long du lac, en arrivant au Mouchouanipi, vous allez en croiser aussi peut-être des sites archéologiques là, tout le long du lac. Exact. OK. Puis sur place, là, je me mets une photo, là, repas commun ou un moment ensemble. Là. Il y a beaucoup ce partage de temps aussi, non? Ben, si on se met dans l'imaginaire historique de l'endroit, c'est un endroit de rencontre. Okay? C'est un endroit où les gens Inuits allaient pour les chasses, mais il y avait des familles, mettons, de chez Agit, de Netwashish, il y avait des gens du Labrador, nos frères et sœurs du Labrador, qui venaient aussi à cet endroit-là. Donc, c'était un endroit pour se rencontrer, célébrer le caribou, mais aussi peut-être trouver l'amour et partager un début de vie avec une autre personne. Aujourd'hui, on pense que le Mouchouanipi, c'est un lieu de rencontre entre Québécois et Inuits. Donc, la preuve, c'est que mon ami Jean-Philippe Messier, qui est déjà venu comme Gabriel en canot en 2005, a fait comme Gabriel, a pris du temps à rester, on l'a adopté, puis finalement, il est devenu mon grand ami, puis on a cofondé la Corporation du Mouchouanipi. Mais pourquoi? Pour qu'il y ait un échange entre Québécois et Inuits. Donc, c'est de même que on partage le chapiteau, on partage, là, je vois la photo sur mon téléphone, on partage la table avec nos invités, avec nos gens, puis on prépare le repas, on a une façon, on a une approche chez nous, mix avec mes amis, pour nous permettre avec Valérie Courtois, qui est une de nos amies, nous, qui vient souvent, qui s'occupe un peu des gens qui sont là, qui est la responsable de l'approche chez nous en lien avec l'information qui peut être donnée. Moi, je suis un peu plus sur m'assurer que tout le campement fonctionne. On a Jacques Gauthier, un aîné de Mathieu-Mécouche-Tagdon, qui vient aussi avec nous là-bas, puis enseigner des choses, partir en bateau avec les gens. Mais surtout, prendre le temps, c'est un lieu où il faut prendre le temps de bien manger avec nos gens. C'est ça la photo du chaperon. Je pense justement, moi, une affaire qui me fascine un peu là-dedans, c'est le rapport différent au temps par rapport, par exemple, au Sud ou peut-être plus à la culture québécoise, non? Il n'y a pas comme un temps qui est parallèle un peu? À partir du moment où l'Inou prenait son temps justement pour partir en canot de la rivière Moisy, monter le nord, c'était déjà un endroit qui fait que le temps est différent. C'est un endroit d'observation, c'est un endroit où il faut prendre le temps de regarder le caribou, le voir descendre des montagnes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc on peut le voir descendre les montagnes. Et c'est ça qu'il faisait. Donc, il prenait ce temps-là. Donc, on s'est aperçu avec notre équipe qu'on faisait un peu. Il y a un concept là, aujourd'hui, le slow tourism, là, le tourisme, je ne sais pas si c'est lent, mais le ralent tourisme. Mais l'idée, c'est que prenons le temps d'être là puis de voir comment les Inuits vivaient, mais nous, on accompagne le groupe en faisant des activités aussi, mais on ne peut pas aller plus vite que le territoire nous le permet. Ah, c'est bien dit, ouais, ça veut dire qu'il y a des temps morts, en fait, beaucoup, là, puis ça fait un peu partie de l'expérience là, quand vous êtes là-bas. Puis des fois, ben là, vous allez être plusieurs jours un peu en expédition avant d'arriver là, en randonnée, où vos journées vont être très occupées. Mais une fois que vous arrivez au campement, on ralentit un peu, puis ça va un peu selon, beaucoup selon la météo, en fait, là, mais aussi selon ce qui arrive un peu. Hein, Oui. s'il y a un ours qui rentre dans le camp, ou s'il y a des caribous qui traversent la rivière, ou des outardes qui atterrissent, là, ça change le cours des journées, tout ça. Là. Ben moi, c'est ça, en fait, c'est une réalité géographique, c'est-à-dire que la géographie des lieux impose son rythme d'une certaine manière. Puis nous, ben, on fait avec les éléments. Donc, c'est le rapport de force un peu inversé, mettons, par rapport à notre vie quotidienne, peut-être au sud. Là. Fait que c'est un peu un élément, je trouve, qui est intéressant. Là, je ne sais pas si tu vois, Serge, des photos du je me chapiteau. tasse, puis je vois le chapitoine là, qui est éclairé le soir. On a des poêles là-dedans. On est toujours au chaud en passant. On a toujours un campement qui permet que les gens
prennent le temps d'être dehors puis observer, ben, ils ont toujours de la chaleur quand ils reviennent quelque part. Puis ils ont même une responsabilité d'entretenir leur tente avec un poêle, puis on leur fournit du bois. C'est nous qui faisons ça. C'est notre responsabilité de s'assurer que les gens soient bien. Mais de se rendre compte que seulement une petite tente avec une petite toile en coton peut rassurer les gens avec la chaleur, c'est ça qui est important aussi. Donc, je regarde encore cette photo-là. Là, on doit rire là-dedans, on doit entendre des rires dans la photo. Là, du site, là, je suis sûr que ça rit, ça a du fun. Puis on veut que les gens soient conscients que c'était ça qu'on faisait aussi dans le temps, puis on fait encore. Là. Je vois ma gang, là, John Malek, les autres, là, puis Andrew, puis on est des rieurs, on est des gens rieurs, donc on s'amuse. On s'amuse, puis il faut profiter de la place. Puis c'est le fun aussi, c'est que nous, on offre les repas, c'est certain, on offre le gîte, on offre la tente, c'est tout sous la tente. Mais le soir, quand l'équipe va dormir dans une tente aussi, ben, les gens peuvent profiter toute la nuit là, de la tente, peuvent aller jouer aux cartes, se faire un café eux-mêmes, faire un thé. C'est à eux la grande tente en haut. Donc, ça, c'est intéressant. Très cool. Ça me fait bondir à l'aspect, on parle de territoire, le territoire nourri peut-être aussi. Là, donc, le volet un peu alimentation pendant le voyage, on va jouer avec ce qu'on peut peut-être pêcher sur place ou trouver sur place, puis aussi peut-être plus la volet expédition qu'on verra un petit peu plus tard. Mais parlez-nous un peu de ça, la pêche, ça dit quoi sur la rivière? C'est quelle date votre voyage? Il me semble que c'est le 28 vous partez? Oui, 28 août. Vous allez sur la rivière au début septembre. Mais il me semble, en tout cas, si vous êtes un amateur de pêche, là, mettons, pour les Québécois d'entre vous, là, à regarder les dates, parce que ce qu'on pêche surtout, c'est du touladi, un peu du brochet aussi. Là, dans la photo, on voit des saumons. Ça, c'est aussi. C'est plutôt au filet, des fois qu'on attrape ça. Mais pendant votre expédition là, en randonnée, je pense que la pêche au Touladi termine le 3 septembre. Là, donc, si vous avez. Je ne sais pas si vous avez peut-être le temps. Sinon, on en fait, nous, au campement, mais ça vaut peut-être la peine d'amener une canne à pêche parce qu'il y a vraiment de la belle pêche à faire là quand même, là, en chemin où est-ce que vous vous arrêtez. Mais sinon, Serge, peut-être tu veux expliquer comment on fait ça au campement plus? Là. C'est certain. C'est quoi ça? C'est du saumon, hein, je pense. Donc, on est chanceux. C'est une rivière à saumon. On a un peu... on rêvait au début que nos gens qui étaient avec nous puissent manger du caribou. Mais là, on a pris un engagement comme groupe, comme équipe, de prélever au minimum le caribou. Là, puis on en prend un par saison. Donc, il ne peut pas avoir beaucoup de monde qui puisse le manger que les gens qui viennent. Malheureusement, c'est un choix d'équipe, puis parce qu'il reste 8000 caribous, puis la nation Innu complet a pris des décisions de protéger la rivière Georges. Donc, je m'inclus là-dedans de faire mon effort. Par contre, en échange, ou comment je dirais ça, on se permet d'aller mettre le filet de pêche, de montrer aux gens comment on le fait et surtout d'aller quelques fois, 2-3 fois par jour, parce qu'il faut y aller souvent, aller prélever au tachoumek, le saumon ou la truite grise. Et des fois, il y a du poisson blanc ou il y a d'autres sortes de poissons. Mais on peut être chanceux de prendre du saumon et de la truite grise. Puis c'est le fun parce que c'est très frais. Donc, les amateurs de poissons peuvent être très bien servis. Oui, puis c'est du bétail, là, le poisson dans le Nord. Là. On parle des truites grises. Hein, les plus gros, 20 livres, quasiment. Oui. Des fois, en moyenne, c'est 12, 14, 15, 16 livres, les truites grises. Wow. OK. Merveilleux aussi. Oui, puis on voit des photos, là, on voit on est bien équipés parce qu'on a des bonnes vestes là, pour protéger nos gens. Quand on va en bateau, des fois, ça peut être plus frais. Donc, on leur propose des manteaux, là, des genres de manteaux avec des vestes de flottaison. Là, puis là, ils travaillent fort des fois. Là. Ouais. Sinon, juste un petit volet sur les guides qui ne sont pas Innu, on va appeler ça de même. Soit un guide de caravanier, on voit ici Olivier Paradis. Je pense qu'on te voit toi, non, Gab, ici, avec la casquette? Bon, fait, tu sais, notre
notre rôle ou votre rôle, c'est justement de faire tout le volet, si vous voulez, un peu technique, parce que ça reste que c'est un territoire qui n'a pas de chemin, c'est le backcountry, c'est souvent une zone aussi, on est dans la toundra, donc il n'y a pas nécessairement toujours des lieux très précis pour se repérer. Donc, toute l'orientation, la sécurité, la préparation des repas plus d'expédition, quand on sera dans le volet où on se mouvoie sur le territoire, faire découvrir aussi la flore, la faune, certains aliments aussi, plutôt peut-être traditionnels. Je te vois-tu avec des champignons là, ou quelque chose comme ça? Ah, ben là, je pense je sais pas, je pense pas qu'on allait les manger, là. C'était. Ça a peut-être juste commencé pour Ouais, voir c'était quoi. justement, pour apprendre Ouais. à ne pas les manger, tu sais. Fait que, Ouais. Mais Donc, il y a ça, des graines rouges, il y a beaucoup de graines rouges, ça dépend des années, mais il y a des bleuets, mais il y a des graines rouges habituellement. Là. C'est ah pas le oui. même bleuet, hein, c'est du bleuet alpin ou arctique, là, mais il est plus petit, un peu moins sucré. Mais c'est vrai qu'on vers la fin août, là, ça commence à. On en mange aussi, ouais. Fait que votre rôle, c'est d'orienter, de guider en fait les deux volets du voyage. C'est-à-dire, il y a un volet quand même nautique à travers le canot où on va se déplacer sur le territoire. Donc, je vais mettre une photo qui va un peu dans cet esprit-là. Même d'autres photos. Donc, tout le volet nautique, peut-être, Gab, tu peux en dire quelques mots là-dessus. Puis après ça, il y aura le volet plus randonnée. Ouais, là, je sais qu'il y a eu des expéditions là, qui est finalement sur le lac au complet en canot, mais ce que j'ai compris cette année, c'était plutôt en randonnée. Donc, c'est quoi, c'est 5 jours que vous allez faire en montant le lac un peu, là? Ouais. Mais sur le site, on a des canots. Moi, c'est ça, c'est plus le nautique là, ce que je guide habituellement. Là, donc, je ne suis pas un expert de la randonnée, mais on en fait aussi de la randonnée sur le campement. Donc, on a des canots sur le site. Donc, des fois, on peut faire une petite balade en canot quand il fait beau. Une fois que quand vous allez être arrivé au campement. Là. Mhm. On Puis, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est que pour transférer les gens d'un endroit à l'autre, pour profiter de la ouais. rivière, mettons, de l'Est ou de l'Ouest, nous, on a des chaloupes, on a des bateaux pneumatiques, puis c'est là on transfère les gens qui sont avec vous dans la partie sud ou la partie où ce que vous êtes responsable, caravanier. On les transfère d'un endroit à l'autre avec leur équipement. Et après ça, les gens repartent en randonnée au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, peu importe où ce qu'on est. Puis après ça, ils s'en viennent tranquillement à la marche vers le campement. Là. Mais Gabriel a raison, on a même un Rabasca sur le site pour faire peut-être un petit tour de Rabasca, mais c'est surtout des canots motorisés quand on arrive sur le campement pour aller au filet ou des choses comme ça. Ouais. Puis au début, je pense que la première édition de ce voyage-là, c'était Jean-Philippe Messier, me semble. Pas Messier, Leblanc. Le guide. Et puis, ce qui avait été comme lancé comme idée, idéalisé un peu, c'est de partir du sud du lac, là, où ce que vous auriez été déposé en avion, au même endroit finalement, puis de vraiment y aller un peu de jour en jour, avancer de campement en campement en suivant les crêtes. Puis c'est une belle idée, mais la réalité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des coulées, où ce que tout à coup, il aurait été dans la fardoche, là, à marcher dans la forêt. Donc, il y a des sections que ça se fait bien de marcher sur les crêtes comme ça. Puis, mais ce qu'on a décidé de faire cette fois-là, puis depuis, en fait, à la place, ça a été plutôt de faire des campements, peut-être 1 ou 2 campements qu'on déplace finalement en chaloupe. Et puis, à tous les jours, vous alliez faire des randonnées un peu à différents endroits, mais plus ciblées un peu sur des. Puis, je me souviens, Jean-Philippe, je l'avais amené, là, il y avait. Des fois, j'ouvre la trail à la CH1 et au début, il y avait des zones un peu pour monter sur le plateau de toundra. Puis, il a fait une randonnée, juste une sorte de boucle, là, finalement, monter une crête, redescendre par l'autre côté, traverser une petite cascade. Puis il m'a dit que c'était dans les plus belles randonnées, cette journée-là qu'il avait faite. C'était dans ses plus belles randonnées à vie. Là. Puis Jean-Philippe, il a guidé la Concagua, le Népal, ces affaires-là. Ouais. Fait que c'est pour vous dire, c'est vraiment des beaux points de vue. Mais c'est plus l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher des points de vue à différents endroits sur le lac, plutôt que de s'en venir un peu en progression, puis de marcher des fois dans ce qui serait moins idéal un peu là, pour la randonnée. Fait que c'est un peu ça qu'on avait décidé, puis qui va être la formule encore cette année. Là. 100%. Fait que, tu sais, je vais mettre quelques photos qui représentent bien ce que tu disais au niveau de la rando. C'est sûr qu'un territoire immense, sauvage, même si tu as voyagé partout dans le monde, ça reste que ça marque profondément, je trouve. Puis cette sensation de liberté qu'on a,
dans le backcountry ou dans la marche dans l'arrière-pays, si vous voulez, c'est qu'on peut décider où on veut aller. Selon qu'est-ce qu'on voit, si c'est réaliste, on s'y rend parce qu'il n'y a pas de contrainte. Si tu veux. La seule contrainte, ben, c'est le territoire lui-même. Comme tu disais tantôt, j'aime bien l'expression la faldoche ou le petit bush, la zone, whatever, comment tu appelles ça. Mais puis quand tu arrives dans la zone plutôt alpine, ben là, c'est 100% liberté. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. Puis l'idée de réduire les déplacements ou le démontage des camps, c'est pour justement un petit peu plus être en immersion comme ça, moins rushant physiquement, puis qu'on time consuming de monter, démonter, puis pouvoir explorer les bons endroits qu'on connaît maintenant, parce que ça fait une couple d'éditions qu'on fait avec vous autres, pour faire les plus belles randos. Là. Puis je pense que ces photos-là... On dit que c'est hors sentier. Excuse, je te coupe, là, mais non, on dit hors sentier, mais en réalité, ce qui est surprenant, c'est que des fois, il y a des sentiers pareils à cause des caribous. Hein, les caribous, quand ils passaient des grands groupes, puis la toundra ne se régénère pas si rapidement que ça. On dirait c'est un peu comme des sauterelles qui passent dans un champ, là, qui mangent tout en chemin. Là. Donc, il y a des sentiers. Des fois, les gens ils pensent que c'est nous qui avons tapé les sentiers à force de marcher là, mais il y a vraiment très peu de randonneurs qui vont là chaque année. Là. Donc, souvent, finalement, c'est ces sentiers-là qui sont ceux des caribous qu'on emprunte là, quand on marche dans la toundra. La photo qu'on voit, Gabriel, là, ça, c'est un des plus grands esquerres ou un des plus grands... Tu peux pas vous montrer l'autre. C'est un site reconnu au Québec au niveau des sites géologiques. C'est très intéressant comme esquerre. Il est immense. Il y a des traces de caribou là-dessus. Là. Mes collègues Inuits là, qui sont là, il faudrait que je les calme. Je les calme là-bas là, pour ne pas qu'ils partent à la course. Donc, ils ne peuvent pas parler parce que le concept, c'est pas ça de la rencontre. Mais je ne sais pas si... ils m'entendent quand ils disent. Oui, des fois, ils sont peut-être gênés. Donc, ah ouais, mais c'est pas grave. On veut vous lire dans la zone de clavardage. Fait que oui, d'ailleurs, ça, on le voit sur Google. Hein, c'est vraiment cool parce que le camp, on le voit sur Google Earth ou Google Maps. On reconnaît très bien cette pointe-là. Puis juste au nord de ça, on voit l'espèce de site péninsulaire là, où est-ce qu'il y a le campement. Fait que ça, tu as raison, les photos sont à jour. En plus, c'est rare, mais ils ont mis des photos à jour l'année passée du camp là-bas sur Google Earth. Ouais, c'est vraiment cool. Okay. C'est une moraine frontale de glacier là, quand il a reculé. Puis même sur le lac, on voit aussi les anciennes lignes de rivage. Donc, c'est ça, toute la géologie, là, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est vraiment, encore là, c'est un peu comme l'archéologie. On la voit très bien, toutes les traces des glaciers et tout ça là, sur le site. Là, Puis en plus d'être dans deux zones géographiques, on a quand même la forêt boréale, la forêt subarctique, puis la zone toundra là, qu'on côtoie tout le temps. Donc, on est vraiment, si vous voulez, à la limite de ça en termes de latitude au Québec. Fait que c'est quand même un volet aussi qui est intéressant de connaître le territoire arctique québécois, si on peut dire. Et là, ça m'amène à une photo de ça. Là, évidemment, c'est des photos qui sont peut-être pas prises à la fin août, hein, mais ça reste que qu'est-ce qu'il y en est des mouches dans le nord à cette époque-là? Comment dire? On perd combien de livres en morsure? Des fois, on peut voir des canaux transportés par des mouches. Là, je niaise un petit peu, mais on est chanceux parce qu'à cette période-là, ça a diminué un peu les mouches. Okay? C'est même en septembre, il y a quelques éclosions. Il faut que s'attendre à aller dans le nord, puis ça peut peut-être être pire au nord de Montréal, parce que quand tu rentres dans des endroits, peut-être qu'il y a beaucoup de mouches, mais c'est vrai que le nord, il y a une réalité. Je suggère fortement aux gens d'avoir un petit filet dans leur poche et d'essayer de se mettre au défi de ne pas le mettre parce que c'est possible. C'est souvent, ils vendent, c'est un endroit qui vendent, puis on peut bien y arriver. Mais tu sais, je ne peux pas mentir, hein, il y en a un peu des fois. Oui, en fait, s'il y a de la chaleur, il y a des mouches. C'est ça qui arrive. Puis donc, on est comme, en fait, la période dans laquelle vous venez, moi, je pense que c'est l'idéal parce que plus tard que ça, on tombe dans le début de l'automne, déjà dans le nord, hein, où les tempêtes sont plus fréquentes, le mauvais temps, tout ça. Donc là, il n'y a pas de mouches, mais des fois, il peut neiger. Donc là, on est juste fin août, début septembre. C'est souvent la plus belle semaine là, parce que oui, des fois, c'est ça, il y a de la mouche les journées qui fait chaud. Puis il y en a dans le sens, moi, je pense que
amenez-vous un filet, là, même si c'est un bon défi de ne pas le mettre tout de suite, là, mais c'est quand même pas optionnel là, à certains moments. Là. Parfait. De toute façon, on a une belle liste d'équipements bien détaillée. On a une rencontre pré-départ. On a vraiment tout Ben oui, ben un oui. protocole de préparation qui est bien aiguisé là, d'ici le départ. On parle de mouches, mais là, je vais peut-être sauter sur quelque chose aussi qui peut être positif à cette période de l'année-là. Potentiellement, on parle bien, mais les aurores boréales, puisque bon, les nuits et les journées se raccourcissent. On est au 56e parallèle nord, donc c'est une photo qui a été prise lors du dernier voyage. C'est quelque chose qui arrive Ben souvent, ça. oui, c'est régulier. C'est rien que souvent l'équipe est partie se coucher à 9h, puis les Oui. aurores arrivent à 9h45, 10h moins 10. Là, on entend sur le campement, ah, il y a des aurores. Puis là, il faut qu'on se relève parce que nous autres, on dormait déjà un peu. On va les voir. Elles sont magnifiques des fois. On est chanceux. Sérieusement, là, on peut tomber sur des très belles nuits. Nous, on souhaite vraiment que les gens prennent le temps de vivre le campement. C'est pour ça qu'ils peuvent aller dans le chapiteau d'en haut, puis, puis sortir souvent, regarder, ils peuvent faire un feu. Tu sais, c'est effectivement un endroit potentiel pour les aurores boréales. Dans ces années-ci, ben, il y a comme beaucoup d'éclosions. On le voit, tu sais, il y a eu comme des prédispositions qui nous permettent d'en avoir, mais ça peut être là. Il faut qu'il n'y ait pas de nuages. Donc, oui, donc, On dépend de l'activité solaire, tu sais. Mais ici, mettons, oui, moi, j'habite pas loin du Mont-Tremblant, puis on en a eu l'année passée beaucoup, l'activité solaire. Tu sais, le soleil, tout est oui, relatif, mais donc 50e parallèle, beaucoup plus de chances, beaucoup moins de pollution lumineuse, évidemment. ah, En fait, c'est clair, il n'y en c'est a pas, clair. Ben, à exact. part nos lampes frontales. Excellent. Un petit peu de photos de vie de camp, juste pour montrer un peu, parce qu'on a vu le chapiteau, tout ça, mais bon, quand on va être en itinérance, donc on a des photos, on a, je veux dire, de l'ambiance de camp. On monte une grande tente d'ombre que vous avez vue là, sur la photo précédente, qui est une grande dôme Strangled de Mountain Hardwear. Et ça sera notre lieu commun pour tous les moments ensemble pendant cette période où on va plus loin sur le fleuve. Donc, quoi dire là-dessus? Cuisine, ben c'est sûr que cuisine, ça, c'est un volet que je connais bien, là, parce que ça se produit un petit peu partout sur nos expéditions. Donc, évidemment, là, on a un peu plus de restrictions de transport, restrictions au niveau de la conservation des aliments. Fait qu'on va y aller un peu plus sur de la bouffe d'expédition qui est préparée en amont ici. Donc, des fois du lyophilisé, des fois de la nourriture qui est séchée, non périssable, mais dans laquelle on peut faire des beaux assemblages. Puis évidemment, si on est capable de trouver des choses qu'on peut cueillir, qu'on peut récolter, voire même pêcher, on va l'intégrer. Mais bon, c'est ça, c'est relatif à ce qui va se passer dans la journée. Oui, mais là, t'oublies quelque chose, là. Ouais. On a une cuisinière, là, elle s'appelle Julienne, mais Julienne, c'est une femme de Mastoyache. Elle peut peut-être dire à l'équipe, allez porter de la bannique, là. Allez porter de la Ah, bannique de à la vanille. nos gens. Ah, ça se peut que tu ailles de la bannique là, au sud qui arrive du nord, là, par le boulanger du nord, la boulangère du C'est nord. vrai. C'est vrai. Cette fameuse bannique. Est-ce qu'on la cuit traditionnellement chez les Inuits, est-ce qu'on la cuit sur un bâton sur le feu? Ou c'est. Ben, Comment ça se fait? les John Malek, puis les autres, là, les Inuits, ils diraient, ben, c'est meilleur en dessous, sous le sable, en dessous du sable, là. Mais on peut faire ça sous le sable. Il y a plusieurs façons. Mais là, ce qui arrive, c'est la tradition, la farine est un peu arrivée quelque part plus récemment là, dans l'histoire. Oui, oui, Mais ben oui. donc, tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Des fois, on la fait directement sous le poêle. Ça dépend. Il y a des experts là, qui sont bons là-dedans. Là. OK. Fait que si tu fais ça dans le sable, tu te sers de la chaleur du feu finalement pour faire un effet four un peu, là. Dans le sable, ben oui, tu brûles, tu chauffes ton sable avec un gros feu. Là, et Ouais. après ça, tu tasses le sable, ben, t'enlèves la cendre, tu tasses le sable, tu vérifies la température de ton sable avec en même temps un peu de farine. Si c'est bon, tu envoies ta pâte. Après ça, Après tu un mets gros ton sable. sable, tu mets OK. ton sable, après ça, tu mets ta braise, puis tu laisses chauffer ça, puis ça fait comme un four, exactement. Merveilleux. OK. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, en gros, on essaie de se débrouiller le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais quand même, on se débrouille bien. Puis, il y a pas mal de choses, justement, qu'on peut prendre de différentes sources.
soit du nord, soit du sud. Fait que, grosso modo, c'est comme ça que ça va se passer pour la bouffe d'expédition quand on va être dans ces camps avancés, là, donc, hors du Mouchouanipi lui-même. Quelques petites dernières photos, puis après ça, on peut prendre des questions. Je vois juste ça, c'est le trip à Olivier, peut-être un peu, je ne sais pas, toi, Guillaume aussi. Gabriel, pardon. L'orientation, tu sais. Donc, on a la plupart des guides qu'on amène de caravaniers, là, avec vous, ce sont des guides qui ont des certifications avancées là, en backcountry. On aime bien ça, partager notre connaissance du terrain, partager notre connaissance surtout de l'orientation, de toutes les techniques, si on veut, par rapport à ce sport-là. Donc, tout ce qui est lecture de cartes, lecture topographique, orientation, triangulation, c'est des choses qu'on essaie de partager un peu parce que c'est l'outil principal pour pouvoir se mouvoir sans se perdre là, dans le territoire, à moins de très bien le connaître, comme la plupart des gens peut-être qui l'ont vécu avant. Mais pour nous, du moins ça, lecture de cartes, tout ça, c'est super important. Donc, c'est un genre de partage aussi qu'on veut faire. Donc, il y a des partages ancestraux, il y a des partages aussi plutôt techniques. Donc, c'était un petit peu la photo que j'avais juste avant. Puis, quelques petites photos aussi de paysages, de moments où on se pose, de moments où on contemple, parce qu'il y a quand même beaucoup ça dans le voyage. Donc ici, on voit qu'on domine un peu le fleuve. Ça, on appelle ça l'endroit, tantôt, où ce que tu étais avant, c'est la montagne de l'Ours, c'est à peu près 7-8 km au sud du lac. On pourrait, je pense, deviner le campement un peu plus loin, là, sûrement qu'ils voyaient l'Esquerre. Puis là, c'est l'autre côté de l'Esquerre là, que les gens se rendaient. Pourquoi montagne de l'Ours? Mais il y avait peut-être un peu d'ours des fois. Donc, ça peut arriver. Ouais. La nomination des lieux, c'est souvent ça. C'est soit des réalités géographiques, soit une histoire. C'est nous autres depuis 20 ans qu'on a appelé ça comme ça, mais il y a un autre nom, Inou, là, mais c'est rien que les gens qui arrivent et qui ont des histoires nouvelles, on les part, on les repart. C'est clair. C'est clair. Il faut que ça s'alimente. Ça. Excellent. Ouais. Donc, quelques dernières photos, puis j'invite les gens à nous poser des questions parce qu'on est là pour ça. Sachant très bien qu'on est dans un moment clé au niveau du booking de ce voyage-là. On a pas mal d'inscrits, mais il n'est pas encore 100% confirmé. Ça devrait se passer dans les semaines qui s'en viennent. Alors, c'est le moment, c'est là que ça se passe. C'est d'ici le mois de juin où on veut concrétiser l'aventure. Donc, n'hésitez pas, là, profitez-en puisqu'on a 3 volets de la logistique du voyage. Posez-nous vos questions. Je vous invite à le faire dans la zone questions-réponses, Q&R du chat. Sinon, Tu peux-tu retourner à la photo d'avant? Là? Je trouvais que c'était intéressant. On voit, ici, on voit là, ce qui est en arrière, là, on dirait les dunes de Tadoussac un petit peu. Là. Ça, c'est l'endroit où l'hydravion va venir vous porter. Ce qu'on appelle, nous autres, la pyramide de sable, qui est un lieu, Serge, peut-être tu pourras en parler, là, qui est sacré pour les Inuits, mais d'après moi, ça doit être comme une ancienne rivière qui se jetait là, qui a fait cette drôle de formation-là. Ça, vraiment, c'est assez spécial. On le remarque tout de suite là, quand on passe par là. Puis en arrière, là, la montagne qu'on voit un peu dans le lointain, ça, il y a un sentier de portage, en fait, qui monte par-dessus la crête, finalement, pour descendre jusqu'à la rivière Cogaluc, puis aller à Nain, en fait, sur la côte du Labrador. Okay. Donc, c'est peut-être une des randonnées à faire là, que peut-être vous aurez l'occasion de faire, de monter puis de marcher finalement dans ce sentier de portage-là qui marche vraiment par-dessus les montagnes, le plateau pour retourner à la côte. Là. Donc, c'est un bel endroit aussi. Là. Parce que c'est vrai qu'on est à la frontière du Labrador finalement. On est comme dans cette chaîne de montagnes qui s'étire, c'est quasiment le début ou la fin des Tongass. C'est des plateaux au sud des Tongass et c'est là où les caribous mettent bas, au sud des Tongass. Puis c'est pour ça qu'on allait là. Ils commençaient à faire sa migration en fin août. Puis tu as raison, on était à peu près, je dirais, Gabriel, 40 km à l'est. Si on va vers l'est, c'est à peu près 40 km, mettons, la frontière du Labrador. OK. Ouais. La frontière étant le bassin versant, là, ou plus ou moins la crête des Hautes-Terres. Donc, on est comme un peu de l'autre côté, vers l'ouest, là, ce qui se jette dans la baie d'Ungava, mais c'est ça, pas très loin, on redescend dans le bassin versant de la mer du Labrador.
En passant, c'est une rivière qui va du sud vers le nord. Hein. Faut se rendre compte. On n'est pas habitué à ça au sud, là, mais c'est vraiment le contraire. Ça jette dans la baie d'Ungava. Oui. En fait, le nom Inuit, c'est le fleuve qui se jette dans la Grande Baie. La traduction à peu près. La Grande Baie étant celle d'Ungava, là. Donc, puis j'ai vu la source elle-même. Là, la source elle-même, elle est le lac Jarret, ça se peut-tu, ça? Ben, la George, parce que pour nous, était un peu moins connu. Et pour les Inuits qui arrivaient de cette île ou de Schefferville, on arrivait par la rivière de Pas. Donc, qui est après le grand lac à Tikemagan. Là, c'est un peu à partir de Schefferville, il fallait que tu traverses un grand lac, puis là, tu retournais dans le bassin du Québec, là, puis la rivière de Pas. C'est comme ça que Gabriel est arrivé en canot. Là. Donc, aussi Jean-Philippe. Ouais, Okay. donc, puis là, je sais que mes amis Inuits, là, il y a un jour, là, ils veulent venir en canot. Là. Je ne sais pas quand ça va se faire. Là. Ouais, j'aurais le goût de venir avec vous autres. Là. En tout cas, c'est un beau voyage à faire. Puis c'est ça, il y a comme deux rivières. Hein. Tu as la rivière Georges qui arrive plus du côté Labrador à partir du réservoir Michikomo, puis qui descend. Puis les deux rivières se rejoignent. Donc la Depa, elle arrive plus du côté de Schefferville. C'est un endroit qu'on appelle les rivières jumelles. Là. Donc, puis c'est là que ça devient finalement le fleuve Georges, mais le lac, le Mouchouanipi aussi. Je vous ai partagé, moi, oui, c'est important, ça, bravo, ouais, Gab. c'est ça. Mais moi, je vous ai partagé ici là, dans le chat, pour ceux que ça intéresse, là, je pense un peu d'inspiration avant d'aller là, le film de Pierre Perrault, Le pays de la terre sans arbre ou Le Mouchouanipi, qui a été tourné dans les années 70. Moi, c'est un grand fan là, de Pierre Perrault, le cinéaste, mais c'est aussi un écrivain québécois. Puis Pierre Perrault, puis je pense que c'est un peu ton inspiration, Serge, aussi, hein, au départ, de venir là, de ce film-là. En fait, c'était un peu à l'époque la question de l'abbé James qui tiraillait Pierre Perrault, un peu il y avait les cris qui s'opposaient à ce projet-là, qui était le projet un peu pour réveiller le nationalisme québécois. Là, Pierre Perrault, il disait que on avait lancé l'abbé James pour nous faire oublier octobre, en fait, là, octobre 70. Puis, donc, il était venu, c'est pas le même territoire, mais il était venu un peu pour se demander à qui appartient le territoire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pourvoyeurs, mais il y avait la minière qui était plus présente aussi du côté de Schefferville. Puis donc, on a ce territoire-là qui était plus tellement habité par les Inuits, mais était encore fréquenté. Et puis, c'était un peu de se poser la question de elle est où notre place comme Québécois, un peu dans ce territoire-là qu'on ne connaît pas, mais qu'on considère comme faisant partie de notre pays là, ou du Québec. Là. Et puis, je pense que finalement, cette question-là n'est toujours pas résolue. Hein, puis, on parle encore là, de barrages sur le Nitassinan, ailleurs, à Petit-Mécatina, ou même dans le nord aussi. Et finalement, on a l'impression, moi, j'ai l'impression que ce territoire-là me concerne, hein, mais on sent. On ne se sent pas tout à fait à l'aise peut-être de dire que c'est chez nous, on arrive là. Mais c'est un beau film à voir, ça, avant d'aller là, je pense. Là, puis je pense que Pierre Perrault, c'était quand même heureux de voir ce qui se passe à Mouchouanipi. Je pense qu'il sourit d'en haut, là, sûrement, en nous voyant. Tu as raison. Puis dans le film, rien que pour votre information, les gens là, qui iront le voir, il y a mes grands-parents, puis mon oncle, puis et c'est vrai que ça a inspiré ma présence là-bas. Puis aujourd'hui, on continue à faire des activités là-bas. Puis je pense que c'est très, très important qu'on continue à faire ça. Ben, c'est ça un peu l'esprit du voyage. C'est vraiment partager un lieu, partager une culture, oui. des cultures. Je répète que le film, là, pour ceux qui ne verront peut-être pas le lien dans la version enregistrée, ben, c'est Le pays de la terre sans arbres ou Le Mouchouanipi. C'est un film de Pierre Perrault. Pierre Perrault qu'on peut connaître aussi avec ses films sur les pêcheurs de Marsouin et l'île aux coudes, un petit peu plus tôt dans le temps, dans les années 60. Un grand cinéaste du cinéma, peut-être réalité au Québec. Beau regard, certainement. Je ne l'ai pas vu, mais je vais le partager, c'est clair. Ça va faire partie de nos fiches culturelles qu'on va avoir dans la préparation en vue de ce voyage-là. Parce qu'il faut comprendre que pour caravanier, c'est pas juste se déplacer dans le territoire pour voir du paysage, c'est aussi comprendre ses enjeux, comprendre les gens qui y sont, comprendre la faune qui est là, comprendre les réalités. Fait que c'est pas un tourisme c'est pas un tourisme passif, disons.
Puis ouais, le film, en fait, La pêche aux Martiens, moi, je me souviens. Il y a un autre film aussi qui a été tourné plus récemment qui s'appelle Je m'appelle Humain, qui est un film sur Joséphine Bacon. Ah Et oui. puis qui a été tourné, entre autres, là, il y a eu d'autres lieux de tournage, mais entre autres au Mouchouanipi. Puis moi, je me souviens, c'était la première année, j'arrivais en canot à Mouchouanipi. Puis on avait cette équipe-là. Et puis quelques jours plus tôt, Serge avait dit on montait le camp au début, donc il y a beaucoup de tâches à faire dans les premiers jours. Mais une fois qu'on était installé, on s'était dit cette année-là qu'on prélevait un caribou, justement. Puis on commençait à regarder, là, on avait vu des caribous passer. Puis quand c'est arrivé, je me souviens d'arriver, on avait tué le caribou avec Serge. Hein, puis quand on est revenu au campement, on avait l'équipe de cinéastes là, qui nous filmait arriver. Je me sentais un petit peu comme dans le film de Pierre Perrault là, sur le Marsouin blanc, La suite du monde. Hein. Puis c'était un petit peu. Ouais, on avait l'impression en fait de rejouer ce film-là d'une certaine manière. Là, ouais. Ah, très cool, très cool. Ah ben là, je suis motivé à regarder ça. Ben bref, j'ai partagé aussi, je m'appelle Humain ici. Donc, bref, on prend les questions s'il en reste. Sinon, ben, on va tranquillement conclure notre présentation. Ça fait une belle heure qu'on parle de cette destination. Puis sachez aussi que vous pouvez, pour tout ce qui est volet technique, préparatif et tout, me contacter directement chez Caravani. Là, mon nom, c'est François-Xavier Blot. FX, comme on dit dans le milieu. Donc, je vais partager mon nom et mon adresse courriel dans le petit chat ici. Et puis, vraiment, ça me prend un plaisir de vous parler de la destination, répondre à vos questions s'il y en a. François, il est important de mentionner qu'on est membre Aventure Écotourisme Québec. On a un plan d'urgence. On est, Gabriel et moi, les deux secouristes en milieu isolé, donc 40 heures Sirius. On a cette grande préoccupation que les gens ne se blessent pas, nous accompagnent dans la bonne humeur, puis c'est quelque chose qu'on fait avec l'équipe là, qui est là-bas avec nous. Là. C'est pour ça qu'on Et partage. on est membre aussi de Tourisme Autochtone Québec. Là. C'est vrai? Oui, il est là. Andrew, il est là quelque part, là, mais oui, on est membre de Tourisme Autochtone Québec aussi. Ouais. Et Caravani collabore avec Tourisme Autochtone Québec pour essayer de faire des offres sur le territoire québécois qui a cette valeur-là. On a une petite trilogie sympathique qu'on peut dire. Donc, on a celui-ci, Mouchouanipi, qui est certainement le meilleur représentant. Là, je pense, du tourisme autochtone. On a aussi les Monts Gros en ski que j'ai l'honneur de guider. On collabore avec la station Wapishka, puis bon, les Amis des Monts Gros, évidemment. Et puis la rivière Magpie, donc qui concerne un peu moins peut-être les rencontres avec les Inuits, mais c'est du moins leur territoire. Fait que c'est ça. Donc, cette trilogie-là, finalement, en bas, en fait, c'est sur la côte nord, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui sera en développement chez Caravani dans le futur pour essayer de, oui, voyager ailleurs dans le monde, mais aussi voyager dans notre pays, puis découvrir qu'on a des belles choses. Ça, c'est la COVID qui nous a donné ça. Ouais. Puis c'est un autre pays, elle est là. Tu sais, des fois, on compare ce genre de destination-là à des destinations ailleurs dans le monde, là, mais je pense que c'est vraiment des paysans, ou peut-être repaysans, je ne sais pas, mais d'aller dans le nord du Québec, là, c'est une autre expérience. Et on sent loin finalement de chez nous, peut-être même plus que si on allait, je ne sais pas, en Europe ou ailleurs dans le monde. Ouais, je peux confirmer. Donc, repaysant, on aime ça, je note. Excellent. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, plaisir de se parler voyage à Mouchouanipi.